Bonjour à tous. Donc, bienvenue au Roche-Pré-Marie, Florence Abette. Alors, vous êtes de formation climatologue et météorologue et vous êtes spécialisée en hydrogéologie. Vous êtes aujourd'hui directrice de recherche du au CNRS et chargée de cours à l'École normale supérieure Louis Daulme. Vous êtes présidente du conseil scientifique du comité de bassin Seine-Normandie. Donc, vous êtes quelqu'un de renommé et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici. Avant que vous ne commenciez, je vais juste me permettre d'excuser. Plusieurs personnes sont excusées de ne pas pouvoir être là ce soir, notamment les élus, dont Alain Pichon, président du conseil départemental de la Vienne, Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers, Léonore Monconduit, maire de Poitiers, Madame Bellamy, présidente de l'association des maires de la Vienne, et la Fédération de Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et j'espère qu'ils seront quand même représentés ici. On va présenter une animation à deux avec Hélène. Je distribuerai la parole pendant le débat. Ta conférence de ce soir, Florence, porte sur que sait-on de l'impact cumulé des réserves d'irrigation? Que peut-on dire de leur efficacité face au dérèglement climatique? Et avant de te passer la parole, peut-être pourras-tu nous donner en cours de soirée le travail que vous faites dans vos réunions de CS en Seine-Normandie. Merci Florence. Bonjour, merci à tous. Merci à Vienne Nature pour cette invitation. Merci au maire pour nous accueillir. Et puis merci à tous de prendre du temps pour échanger ce soir. Donc moi, c'est un plaisir de venir échanger avec vous sur ce thème sur lequel, effectivement, j'ai eu l'occasion de travailler depuis déjà une dizaine d'années, en fait. Je parle plus dans le micro, merci. Donc, voilà. Alors, écoutez, donc, en fait, j'ai préparé un exposé. Je pense que je vais parler peut-être plus que le temps, vous m'arrêterez. Et puis, vous n'hésitez pas s'il y a des questions. Moi, je vous ai préparé de petites questions aussi. Donc, du coup, pour commencer sur ce sujet, je vais parler de plusieurs thèmes. Donc, un des premiers thèmes, ce sera l'identification des plans d'eau, parce que les retenues, c'est des plans d'eau, mais en fait, il y a plein de plans d'eau. Et des fois, on ne sait pas si c'est des plans d'eau, des retenues, voilà. Vous allez voir que ça pose question quand même au niveau national. Ensuite, on va parler de l'impact de tous ces plans d'eau, qu'ils soient retenus ou autres. Et puis, comme on dit souvent qu'il faut faire des nouveaux plans d'eau pour lutter contre le dérèglement climatique, pour s'adapter, je vous ferai un petit topo de comment le dérèglement climatique impacte la ressource en eau. Et puis, du coup, est-ce que les barrages, les retenues sont une solution pour lutter contre ce dérèglement? Et puis, je finirai vraiment avec un tout petit point sur le clin, mais le clin sera évoqué plusieurs fois. Voilà, donc on se lance. Allez. Donc, tout d'abord, je voulais vous parler des plans d'eau. Donc, des fois, on appelle ça plan d'eau, retenue, ce que vous voulez. En fait, on a une assez mauvaise connaissance. Pourtant, on est en France, dans un pays quand même qui a pas mal de moyens. En fait, on ne sait pas très bien combien il y a de plans d'eau. Et une des raisons, c'est qu'en fait, il y en a beaucoup. Donc, vous voyez ici une carte, c'est une estimation qui a été faite il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, je crois. Ils estiment qu'il y a à peu près 600 000 plans d'eau en France. 40 000, c'était sur le bassin, sur la région Pays de la Loire. Et en fait, vous voyez des régions a priori très denses en plans d'eau, c'est quand il y a beaucoup de points, ils sont tous noirs. Puis des autres où on ne sait pas trop. Donc, nous, on est à peu près ici, par là. Donc voilà, finalement, beaucoup de plans d'eau. 98% d'origine humaine. Donc là, du coup, ça peut être des étangs, ils peuvent être non utilisés, mais c'est d'origine humaine quand même. Et puis, finalement, ça représente une surface en eau assez importante, donc 4500 km². En fait, ça représente quand même 0,8% de la France, donc ça paraît pas grand-chose comme ça, mais finalement, c'est pas si faible si on compare, par exemple, aux surfaces irriguées en France. C'est presque un tiers des surfaces irriguées en France. C'est pas si négligeable que ça, voilà. Mais effectivement, on les connaît mal, et une des raisons pour lesquelles on les connaît mal, c'est que si on regarde ce petit graphique, ça montre la distribution en taille de ces bassins, de ces petits retenus. Et en fait, en vert, c'est le nombre en fonction de la surface, et on voit qu'il y a énormément de petits plans d'eau. Et finalement, les plus grands sont peu nombreux, et donc la surface, elle est surtout marquée par les grands, mais en fait, il y en a énormément de petits. Et c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils sont pas impactants, en fait. Voilà, mais le problème, on ne sait pas très bien ce que c'est.
Alors, commencer maintenant sur ce bassin du Clin. Donc, j'ai repris une figure d'une étude récente qu'on m'a transmise gentiment ce matin, l'étude HMUC. Donc, ici, vous avez le bassin versant du Clin avec la présence, alors ça ne se voit pas très bien, de toutes les retenues sur le bassin. Enfin, en tout cas, tous les plans d'eau. Et sur le bassin du Clin, il y aurait presque 3000 plans d'eau pour 1346 hectares. Et en fait, la plupart ne sont pas utilisés pour l'irrigation. Il y en aurait a priori 150 utilisés seulement pour l'irrigation. Et finalement, là, en termes de superficie, bon, ça reprend un petit peu les mêmes valeurs qu'en France. Il y a une dispersion en taille. Donc ça, c'est pour donner une idée. Finalement, énormément de plans d'eau sur le bassin versant et finalement peu utilisés vraiment pour l'usage d'irrigation. Ils peuvent être utilisés pour autre chose, bien sûr. Voilà, et alors, bon, bah, c'est bien de savoir qu'il y en a. Après, un truc important aussi quand on regarde l'impact, c'est quel volume ils ont finalement, parce que ça dépend de ça. Et alors, les volumes, autant on arrive vaguement à cartographier, parce que maintenant, ils utilisent des données satellites, voilà, ils s'occupent pas vraiment savoir. Mais une donnée satellite, ça donne aucune idée du volume. Donc, on ne sait pas du tout combien il y a de volume d'eau en France stocké dans ces retenues. Enfin, en tout cas, dans ces plans d'eau. Il y a des informations pour les plus gros barrages. Après, il y a certains départements qui ont fait vraiment des études poussées. Il y a de plus en plus, en fait, on essaye de savoir quand même combien il y a de volume. Bon, tout ça pour dire que, en gros, on sait qu'il y a au moins 10 milliards de mètres cubes à l'échelle nationale. Et a priori, sur le bassin du Clin, l'estimation, c'est 19 millions de mètres cubes. Je vais fermer mon téléphone. Excusez-moi. Voilà. Donc finalement, pourquoi on s'occupe des plans d'eau ? En fait, on voit qu'ils sont importants parce qu'en fait, ils sont très nombreux. Ils représentent quand même déjà une surface non négligeable. Ils stockent, ils interceptent un volume d'eau, on ne sait pas trop lequel, mais sans doute non négligeable aussi. Et puis, on sait, en fait, je vais vous montrer, on sait qu'ils impactent la ressource en eau tant en quantité qu'en qualité. Et qui vont avoir un impact, surtout ça c'est très important, l'impact qu'ils ont aujourd'hui, c'est pas le même que celui qu'ils auront demain, parce que demain avec le dérèglement climatique, évidemment ils vont avoir un impact différent, et c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure. Et puis parfois, donc, on voit une velléité d'augmenter le nombre de plans d'eau, en particulier en ce moment il y a le Varenne agricole qui est discuté, et donc là ça tend finalement à augmenter le nombre de retenues, donc sous l'idée que ce serait un bon moyen d'adaptation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand même de regarder ces plans d'eau. Donc ça c'est le genre de bassine, je pense que vous avez par ici. Voilà, donc vous connaissez mieux que moi en fait, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup heureusement dans le bassin de la Seine, parce qu'on a des jolies nappes aussi, donc c'est pas la peine. Voilà, donc maintenant on va regarder les impacts. Donc d'abord l'impact quantitatif. Et donc, bon, je ne vais pas vous mettre 10 000 équations, mais en gros l'impact c'est pas compliqué. Quantitativement, c'est le plus simple, c'est pour ça que je travaille dessus. En fait, on a un plan d'eau, donc souvent on a un débit en sortie, et ce débit en sortie c'est égal au débit en entrée, plus ce qui pleut sur la retenue, moins ce qui s'évapore, et puis en gros, moins ce qui est prélevé. D'accord ? Donc, puis après aussi, il y a un truc important, c'est la variation du stock d'eau, parce que si on a des grosses variations du stock d'eau, ça veut dire qu'il va y avoir un délai peut-être entre l'entrée et la sortie. Voilà, et ça peut être important. Par exemple, si vous prenez les barrages hydroélectriques, ils ne vont pas tellement prélever, mais il va y avoir un gros délai entre l'entrée et la sortie. Ça va quand même impacter le débit en aval, en termes de dynamique des flux. Mais en gros, voilà, finalement, c'est pas plus compliqué. Donc souvent, on peut avoir aussi des impacts directs sur la nappe, mais c'est pas trop le cas dans nos régions. Et donc, voilà, donc en fait, finalement, l'impact, il va dépendre un petit peu de tout ça, parce que s'il n'y avait pas de retenue, on aurait débit entrée égale débit de sortie. Hein, d'accord ? Donc en fait, c'est un peu tout ce qui va impacter quantitativement le flux. Alors, si on regarde les prélèvements, donc évidemment, pour les prélèvements, souvent, les retenues d'irrigation, elles sont marquées par un prélèvement important, parce qu'elles sont vraiment faites pour ça. Ce qui ne va pas tellement être le cas, encore une fois, des retenues hydroélectriques, ni les retenues pour étangs, de pêche, voilà. Mais l'irrigation, évidemment, ils sont marqués par un prélèvement important. Alors, un petit quiz. Je ne sais pas si la phrase est bien claire, mais d'après vous, quelle fraction du volume d'une retenue peut être utilisée pour son usage de prélèvement ? Donc, on a un volume d'eau qui est stocké dans la retenue. Est-ce qu'on peut utiliser 20% de ce volume ? 80%, 100%, 120%, 400%.
Alors, on va dire, on va commencer par le premier chiffre, 20%. Qui voterait pour 20%? Levez la main. Personne. Oui, une personne, deux personnes. 80%, parce qu'on peut se dire, voilà, 80%, ouais, on a plus de monde. Pas mal plus de monde. 100%, très peu. 120%, très peu. 400%, un petit peu. Bon, bah, dans la littérature, clairement, on trouve 400%. Ça veut dire qu'en fait, on peut... En fait, c'est ça qui est... C'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que le volume de la retenue ne dit pas le volume qu'on utilise. Parce que évidemment, on peut prélever, et puis ça se remplit. Donc, on peut reprélever. Donc, très souvent, en fait, on va être plutôt autour des 100, 80, 120%. Même des retenues de substitution peuvent faire 120%. Parce que pendant le temps de remplissage, par exemple, si on va irriguer des semis, c'est encore dans la période d'hivernage, donc où on a le droit de remplir, donc on peut utiliser et repomper, hein, d'accord? Bon, et puis 400%, bon, bah ça c'est pour les autres types de retenues, hein, quand on a le droit de remplir en été, par exemple, et on reprélève comme ça. Donc c'est une petite subtilité, mais voilà. Les prélèvements, ils sont dépendants du volume, mais pas que. Voilà. Alors, finalement, sur le bassin du Clin, les retenues, elles représentent quand même un volume important pour l'irrigation, enfin pour le prélèvement. Vous avez une carte ici au niveau de l'ex-région Poitou-Charentes qui donne donc une idée des quantités prélevées dans les retenues seulement. Et on voit que du côté de Poitiers, bon voilà, il y a des valeurs assez fortes. C'est quand c'est très foncé, c'est que c'est fort. Et puis ici, c'est la carte sur le Clin, mais je crois qu'on ne voit pas très bien les volumes. Mais ça donne une idée de quel type de retenue donne quel type de prélèvement. Bon, c'est pas une super photo, mais en tout cas, ça a été quantifié régionalement et puis sur le bassin. Donc ça, c'était pour les prélèvements. Ensuite, donc l'autre point important, c'est l'évaporation pour ce fameux bilan quantitatif, hein. Donc l'évaporation, en fait, on la connaît assez mal, l'évaporation des plans d'eau. Mais bon, on sait quand même quelques aspects. Par exemple, on sait que l'évaporation, elle va être d'autant plus forte que la température du plan d'eau en surface est élevée. Donc, en fait, un étang qui chauffe, il va sans doute perdre plus d'eau par évaporation qu'un étang qui ne chauffe pas. Et l'eau en surface, elle va d'autant plus chauffer que finalement la retenue elle est peu profonde, qu'il n'y a pas d'obstacle au vent, par exemple. Donc, le vent, ça contribue pas mal à l'évaporation. Ou alors qu'il n'y a pas d'ombre portée, voilà, des choses comme ça. Mais bon, il y a des contre-exemples, par exemple, parce que sur les grands barrages, quand la surface en eau elle est très importante, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il va y avoir de l'évaporation, mais cette évaporation, elle peut rester sur la surface de l'eau, et ça fait une couche saturée en humidité juste au-dessus du plan d'eau, et du coup, ça limite l'évaporation. Vous voyez, donc comme ça, on peut avoir des impacts. Donc, en fonction finalement du type de retenue, de sa forme, voire de la présence de vent ou pas, on va avoir des évaporations qui vont être plus ou moins fortes. Donc c'est assez difficile finalement à prédire comme ça. Et bon, quand même finalement, ce qu'on se voit dans la littérature, donc là moi j'ai mis une référence d'un article et puis on a surtout participé à une expertise collective et ensuite on a publié cet article, mais vous pouvez trouver ça, l'expertise collective elle est en français, je pense que je mets la ref après. En tout cas, l'évaporation des plans d'eau, elle est souvent proche de ce qu'on appelle l'évapotranspiration potentielle. Voilà, donc ça peut être un peu plus, un peu moins, mais en gros, ça va être souvent dans ce cadre-là. Et finalement, si on prend l'ensemble des retenues, ça fait quand même des volumes d'eau importants. Et donc, par exemple, il y a plusieurs études qui montrent que l'évaporation cumulée de toutes les retenues du petit bassin, enfin du bassin, ça représente quasiment la consommation d'eau potable de ce bassin. Donc c'est loin d'être négligeable, puisqu'évidemment, l'alimentation en eau potable, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. Donc, quand ça commence à être du même ordre de grandeur, ça peut poser des problèmes. Voilà. Et puis, il y a le cas particulier de ces fameuses bassines, parce que ce cas, vous voyez sur ma fameuse équation, la particularité de ces bassines, c'est que finalement, on n'a pas de débit en sortie vers le milieu. Hein. Donc, ça veut dire que cette équation est fermée et elle n'est alimentée que par des prélèvements en nappe et en rivière. Donc, on contrôle tout, mais par contre, l'eau, elle est stockée finalement longtemps. Et en étant stockée longtemps, en fait, elle peut se réchauffer assez facilement.
Et voilà, donc le truc, c'est que ces bassines, elles sont récentes, en fait, il n'y a pas beaucoup de cas à l'international dessus, même en France, ça fait pas très longtemps que ça existe. Donc finalement, nous, en tant que chercheurs, on n'a pas beaucoup de données sur ces retenues, on n'a pas eu accès en fait, aux informations précises qui nous permettraient d'étudier le bilan d'eau, donc en fait, on ne sait pas. Donc on ne sait pas, donc on fait des hypothèses. Donc les hypothèses qu'on fait, c'est que l'eau, elle peut stagner longtemps, donc elle peut se réchauffer. Donc a priori, pour nous, c'est des retenues pour lesquelles il va y avoir des fortes pertes par évaporation par rapport aux autres retenues. Bon, je redis, c'est une hypothèse. Hein. Si des gens sont là et qu'ils ont les données, on est preneur pour les analyser. Voilà. Donc voilà. Ensuite, évidemment, les retenues, comme je disais, il y en a beaucoup. Elles ne sont pas toutes d'irrigation. Il y a différents usages. Et parfois, il y a 0 prélèvement à part les pertes par évaporation. Et évidemment, vous imaginez bien que l'impact, il ne va pas être le même, pour le point de vue quantitatif, en tout cas. Voilà. Alors, finalement, du coup, l'impact sur les débits, quantitativement, hein, sur les débits ou la nappe, il va dépendre de l'usage du plan d'eau, en particulier de ses prélèvements, hein, donc du coup. Le mode de remplissage aussi, est-ce qu'on prélève en nappe ou en rivière parce qu'en fait, on va avoir une chronologie des prélèvements qui ne sera pas le même. Et ça va aussi impacter le cumul. On va avoir donc des périodes de remplissage différentes. L'existence d'une connexion directe au cours d'eau ou pas, tout ça, ça peut jouer. Aussi parce que quand l'eau est renouvelée, on va pouvoir peut-être se refroidir. Et puis, l'existence ou pas d'un débit réservé. Donc maintenant, c'est obligatoire, mais avant, il n'y en avait pas. Donc, ça pouvait donc assécher complètement le cours d'eau en captant tout ce qui sortait durant l'été. Donc, finalement, ce n'est pas si évident. Il faut avoir beaucoup d'informations pour être capable d'estimer un impact cumulé, mais bon, ça donne une idée. Alors, finalement, quand on regarde dans la littérature, on a trouvé plusieurs estimations de ces impacts cumulés qui sont faits avec différents types d'études. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais soit ils ont observé en détail un petit nombre de retenues, bon, par exemple 20 sur 2000, et puis ils extrapolent, ils disent voilà, je considère que les 2000, les 20 représentent les 2000, et puis soit ils ont comparé 2 petits bassins versants qui avaient beaucoup de retenues ou pas de retenues, ou alors il y a de la modélisation. Finalement, il y a beaucoup de modélisation, donc il faut que vous fassiez confiance aux modélisateurs. Et finalement, les impacts qui ont été trouvés, c'est de ce type-là. Quantitativement, la réduction des débits, quand on regarde l'ensemble des articles, on voit des diminutions de débit. Donc évidemment, ça diminue, hein, on ne peut pas augmenter les débits avec des retenues. Donc, à l'échelle du bassin versant, entre 10 et 35%, donc ça peut même être un peu plus extrême, mais par rapport à la densité et de retenue qu'on a sur le bassin, enfin ici, et par rapport au volume précipité, c'est à peu près cet ordre de grandeur, c'est entre 10 et 35% de diminution des débits. Donc c'est quand même pas négligeable. Et surtout, ça c'est en moyenne pluriannuelle. Et si on regarde des valeurs particulièrement sèches, sur les années sèches, on voit que les impacts ils peuvent être nettement plus importants. Donc on peut avoir des réductions de débit jusqu'à moins 50%. Et ça, c'est lié au fait que finalement, les prélèvements, ils restent presque aussi importants, alors que les écoulements, ils sont beaucoup plus faibles. Du coup, l'impact relatif, il est beaucoup plus fort. Voilà. Et encore une fois, donc, c'est pas si simple d'anticiper à l'avance, de prédire ce qui pourrait se passer, juste avec des indicateurs simples qui seraient liés à la densité de retenue, au volume, etc., parce qu'il y a beaucoup de spécificités. Pour ce qui est des impacts en nappe, puisqu'ici, il y a beaucoup de prélèvements en nappe, hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'études qui regardent ça. En fait, il y a beaucoup de retenues dans le monde qui sont faites pour justement peut-être fuir en fait, et recharger la nappe. Ça se fait en particulier dans les régions où il y a de la mousson, avec donc beaucoup d'eau sur 3 mois et puis plus rien après. Et donc après, ils prélèvent l'eau de la nappe. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà beaucoup de prélèvements dans les nappes, de par le monde, et que ces prélèvements, ils ont quand même un impact très fort finalement, ils abaissent très nettement le niveau des nappes. Et ça, c'est un résultat qui est assez vieux, mais bon, que je trouve assez joli, donc je vous le montre. C'est une carte qui montre l'évolution du niveau des nappes, mais comme si c'était à l'envers, c'est-à-dire comme si c'était une montagne plutôt que comme si c'était un puits. Et on voit, voilà, vous voyez qu'il y a des régions où la nappe, elle a reculé jusqu'à ici, on voit presque 1000 mm par an.
c'est des taux vraiment, vraiment très conséquents. Donc c'est surtout en Asie, mais vous voyez que même en Europe, il y a des endroits où on peut avoir des abaissements comme ça de la nappe liés à des prélèvements qui sont quand même conséquents. Et c'est des tendances, évidemment. C'est-à-dire que ça se fait tous les ans. Donc ça ne veut pas dire du tout combien ça... Enfin, avec ça, on n'est pas capable de dire évidemment comment ça va se faire dans la région, mais donc ça peut donner une idée qu'on peut aller trop loin dans les prélèvements dans les nappes. Alors ça, c'était les impacts quantitatifs. Je ne sais pas si on fait des questions ou si on enchaîne. Qu'est-ce que on enchaîne, on fait les questions après? Bon. Ok, donc maintenant on va passer aux impacts qualitatifs. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez déjà une idée ici, parce qu'on a un plan d'eau qui est tout eutrophisé. Hein, donc c'est un des impacts qu'on a, c'est que ça peut favoriser l'eutrophisation en laissant l'eau stagner. Alors c'est une diapo assez chargée. J'ai essayé de résumer un peu les principaux aspects. Alors un impact très fort qu'on a des retenues, mais ça ne va pas être des bassines évidemment. Les bassines, elles sont à part. C'est le transport sédimentaire, c'est-à-dire que la plupart des retenues qui sont sur cours d'eau, elles vont stocker tous les sédiments, elles vont empêcher les sédiments d'aller à l'aval, ils vont avoir un impact très fort sur la morphologie de la rivière. C'est très impactant, en fait, rien que cet effet-là sur le transport sédimentaire, c'est vraiment très important. Mais finalement, ça ne concerne pas trop les bassines, parce que les bassines, elles ne prennent pas l'eau directement de la rivière, elles les prélèvent par pompage, donc du coup, elles ne prélèvent pas les sédiments avec. Alors ensuite, par contre, il y a les impacts sur la qualité physico-chimique. Et donc ça, c'est un petit résumé. Encore une fois, ça va beaucoup dépendre, parce qu'on a plein de processus qui vont varier en fonction notamment de la durée de stockage de l'eau dans la nappe, des bactéries existantes ou des plantes existantes autour. Mais en gros, les impacts reconnus, c'est une rétention du carbone, du phosphore, des éléments traces métalliques, des pesticides dans ces retenues, en particulier quand on ne les vide pas entièrement, évidemment, hein, donc elles vont pouvoir stocker un certain temps. Et à la fin, il y a une rétention, mais il y a une possible remobilisation donc, lorsque les conditions sont favorables. Voilà. Souvent, d'ailleurs, les retenues sont vues comme un puits de carbone. C'est souvent amené comme ça, mais on a un problème avec ça, c'est que c'est un puits de carbone, mais quand la retenue elle est partiellement asséchée, et ben là, elle relargue du carbone, en fait. Donc, c'est un puits de carbone que quand il y a toujours de l'eau, finalement. Donc, voilà. Donc, ça consomme de l'azote par dénitrification. Bon, ben, parfois, ça émet des gaz à effet de serre aussi avec ça. Donc, et bon, ça peut avoir des effets sur l'hydrophisation. Et puis, les éléments assez marqués, c'est le réchauffement estival et puis les pertes d'oxygène. Mais évidemment, tout ça, c'est pas comme si c'était simple. Il y a des variations saisonnières, des évolutions à long terme. Et puis, à la rigueur, le fait qu'il y a moins d'oxygène pour les bassines qui sont utilisées ensuite pour l'irrigation, on n'en a rien à faire, mais bon, voilà. Voilà. Un élément quand même important, c'est que voilà, il y a des fortes variations saisonnières et surtout des évolutions saisonnières, sur le long terme, excusez-moi, à ne pas négliger, notamment parce qu'il y a des effets température et puis énergie solaire qui vont jouer sur les processus physico-chimiques qui vont se passer dans la retenue. Voilà. Un dernier point sur les aspects qualitatifs, c'est l'effet des retenues sur le compartiment biotique. Donc encore une fois, vous trouverez tous ces éléments écrits en français dans l'expertise collective qui avait lieu en 2016. Donc déjà, les impacts sur le compartiment biotique. Donc souvent, on dit que les retenues, c'est aussi un nouvel habitat pour la biodiversité. Donc ça, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ça aussi détruit un habitat aussi de la biodiversité, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, et finalement, dans cet habitat, on va implanter des espèces spécialisées, des espèces lentiques, qui vont modifier en fait l'ensemble de la distribution qui était auparavant. Alors, encore une fois, c'est plutôt des choses qui s'appliquent pas sur les bassines, parce que les bassines n'étant pas connectées au cours d'eau, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas vrais. Mais comme vous avez quand même énormément de plans d'eau, vous n'avez pas que des bassines sur le bassin, ça vous concerne quand même.
Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les modifications qu'on a sur l'hydrologie, les flux sédimentaires, la qualité physico-chimique du cours d'eau va jouer sur la réponse des communautés biologiques du cours d'eau. Et que par hasard, par exemple, le fait que le régime hydrologique est modifié parce qu'on va écrêter les crues, parce qu'on va peut-être réduire le débit en été, etc., ça va pouvoir avoir des impacts sur la reproduction, notamment le développement des jeunes. Ça va aussi, on va avoir un effet développement d'espèces exotiques qui vont pouvoir du coup remplacer les espèces existantes. L'effet sur le sédiment, on peut avoir un pavage sédimentaire qui est défavorable aux espèces liées au substrat graveleux. Et puis bien sûr, tout ce qui est réchauffement des eaux, avec des disparitions d'espèces d'eau froide, qu'on peut régler un petit peu avec des modes de gestion adaptés, mais bon, qui est quand même persistant. Donc ça, c'est les aspects un peu qualitatifs, encore une fois, qui ne s'appliquent pas forcément toujours aux retenues au type bassine, mais qui sont, en tout cas, pour les autres. Donc finalement, en résumé, on voit que les plans d'eau, ils modifient les débits tant en volume qu'en dynamique. La qualité de l'eau, donc surtout les aspects de température, oxygène, nitrate, la circulation des sédiments, bon, encore une fois, pour les bassines, et donc la morphologie des rivières. Et puis la faune et la flore, avec ce qui est constaté très souvent, c'est un appauvrissement du nombre d'espèces de poissons. Voilà, donc c'est quand même des impacts pas toujours positifs, en tout cas sur ces aspects-là. Pourtant, donc, elles sont souvent proposées comme un moyen d'adaptation au dérèglement climatique. Et du coup, on va regarder pourquoi. Donc là, je vais vous parler du changement climatique. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette figure. C'est celle qui a été choisie pour le dernier rapport du GIEC. Voilà. Donc, c'est le premier chapitre du 6e rapport du GIEC qui est sorti cet été. Et voilà, c'est une représentation artistique d'un des résultats du rapport. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'études du climat, hein, vous connaissez. Donc je vais juste faire une brève introduction. Hein. Qu'est-ce que c'est que le dérèglement climatique? Vous connaissez, mais donc là, le principe, c'est qu'on modifie la composition de l'atmosphère en émettant des gaz à effet de serre, et que ça piège du coup les rayonnements infrarouges qui sont réémis par la Terre dans l'atmosphère et qui sont donc renvoyés vers la planète. Et donc on change le bilan d'énergie de l'atmosphère. Voilà, c'est pas... On est fort quand même, je trouve. Non? On arrive à faire ça. On est assez fort. Donc, ça, c'est une évolution au cours du temps des concentrations en bleu de CO2 dans l'atmosphère à niveau planétaire. Donc, on voyait qu'une jolie courbe bien croissante. Voilà, moi, quand je suis née, c'était en dessous de 300 ppm. Bon, ben, on est au-dessus de 400. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien on va avoir à la fin du siècle, mais c'est 2 ou 3 fois ça. En fait, c'est assez important. Si on ne fait rien, bien sûr. Et vous avez en blanc l'évolution de la température associée à l'échelle globale. Et du coup, petit quiz, est-ce que vous savez de combien la température a augmenté en France? Donc, pour la météo, pour le climat, on parle de moyenne sur 30 ans, donc par rapport à la moyenne 1951-1980. Alors, je vous propose 3 chiffres. 0,7 degrés, 1 degré ou 1,3 degré. Donc 0,7, quelques-uns, voilà. 1 degré, un peu plus. Et 1,3, pas mal. Voilà, effectivement, c'est 1,3 degré. C'est plus que la température globale. Hein. Ça s'explique parce que la France, c'est sur les continents. Et les continents se réchauffent plus vite que les océans. Et donc, du coup, quand on regarde une région particulière, il y a des chances que ce soit plus que la moyenne globale. Mais aussi, là, le petit point qui est un peu de la triche, c'est que je regarde 51-80. Cette période de 30 ans-là, en fait, si j'avais regardé 1800-1950, finalement, ça aurait été presque pareil, parce que l'augmentation, elle est majoritairement marquée depuis, finalement, une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Avant, c'était quand même assez faible, comme on peut le voir sur la courbe.
Alors, donc ce réchauffement qu'on voit là, qui est lié à ces émissions de gaz à effet de serre, ils ont un impact très très fort sur l'eau, sur la circulation de l'eau, et notamment ils modifient donc la circulation dynamique de l'atmosphère, qui est pilotée par des gradients de température, et l'équilibre thermodynamique de l'atmosphère. Donc c'est des noms un peu, ça fait savant, hein, mais je vais vous expliquer ça. Et du coup, en fait, ça impacte la vapeur d'eau, et on verra que c'est important pour nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la circulation atmosphérique? Donc, c'est cette jolie figure que vos enfants, petits-enfants vous ramènent dans leur cahier, dans leur livre scolaire. Hein. Donc, vous avez la circulation de la planète. Alors, vous entendez parfois parler de westerlies, c'est très joli. Je trouve ça. Voilà, c'est les vents d'ouest, les vents d'est, tout ça, qui sont au niveau de l'équateur. Donc, en gros, c'est pas compliqué. L'équateur, c'est là où il en reçoit le plus de soleil, donc il fait plus chaud. Comme il fait très chaud, ben, l'atmosphère, il arrive à porter de l'eau, à l'élever très haut, et on a des grosses épaisseurs d'atmosphère, et des gros nuages qui se forment, et du coup, il pleut beaucoup d'eau. Et ensuite, l'air qui est monté, qui s'est vidé de toute son eau, et ben, il commence, à force de monter, il se rafraîchit, et puis il est sec. Donc ici, il a beaucoup plu, et ensuite l'air, il est sec, il redescend, et il arrive sur des zones au niveau de la surface, et là, bah, du coup, il est très sec puisqu'il a perdu toute son eau. Et là, si au niveau des 30 degrés nord au sud, on a des zones de désert qui sont liées à cette fameuse cellule de Hadley. Ensuite, on a une autre cellule qui se présente, notamment bah, ici dans le nord, la cellule polaire. Là, la cellule polaire, au contraire, on a de l'air très froid qui stagne en surface. Et du coup, on a cette cellule ici qui va buter contre cet air froid, qui va se soulever. Et en se soulevant, la vapeur d'eau va se condenser. Et là, on va avoir des zones de pluie. Donc finalement, on va avoir ici zone de pluie, zone sèche, zone de pluie. Ça, c'est en gros, avec les mains, la circulation de l'eau sur la planète. Du coup, en fait, on a vraiment ça. Une zone humide, une zone sèche, une zone humide de chaque côté de l'hémisphère. Et avec le dérèglement climatique, ben en fait, on va modifier ça. On va modifier ça parce que ça, c'est en partie piloté par les gradients de température, notamment entre le pôle et l'équateur. Or, vous savez que les pôles, ils se réchauffent plus vite. Hein, vous savez ça? Parce que, notamment, les pôles, ils sont couverts de glace. La glace, elle fond. En fondant, on absorbe plus de chaleur. Du coup, on réduit le gradient de température entre les pôles et l'équateur. Bon, il n'y a pas que ça, mais bon, ça joue. Du coup, on modifie ça, et la façon dont on le modifie, eh ben, c'est qu'on va élargir la zone humide ici, on va déplacer la zone sèche là, et on va l'élargir, et on déplace la zone humide encore vers le nord. D'accord? Donc, un impact quand même assez marqué sur la circulation de l'eau de la planète. Du coup, en résumé, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait quelque chose comme ça. Ça, c'est un impact du dérèglement climatique sur les zones de pluie dans le monde. En gros, en bleu, vous avez les zones qui sont plus humides. En rouge, les zones qui sont plus sèches. Et en rouge, vous avez les zones qui sont beaucoup plus sèches. Voilà. Il y a une zone beaucoup plus sèche. La zone du golfe du Mexique, Californie. Et il y a une autre zone très sèche au niveau de la Méditerranée. Et là, on se dit, ah mince, on n'est pas loin de la Méditerranée quand même. Hein. Voilà. Donc nous, on va se situer exactement au niveau d'une zone qui va particulièrement s'assécher, qui est la zone méditerranéenne, et une zone qui va particulièrement s'humidifier, enfin qui va s'humidifier, qui est plus le nord de l'Europe. On est à peu près au milieu. C'est pour ça que les projections sont incertaines. Comme ça, on est déculpabilisé. Voilà. Donc ça, c'est la première ordre de grandeur. Hein, on a modifié la circulation atmosphérique. La deuxième chose importante, vraiment, très importante, c'est que quand la température est plus chaude, en fait, elle a plus d'énergie, on va dire, elle peut porter plus d'eau. Donc on appelle ça la relation de Clausius-Clapeyron, ça fait très scientifique. Donc en fait, vous voyez ici que plus il fait chaud, ici c'est la température, plus on peut porter de vapeur d'eau. Et en fait, c'est pas du tout négligeable parce qu'au niveau de nos températures à nous, en fait, 1 degré en eau en plus, 1 degré de température en plus, c'est 7% d'eau qu'on peut porter dans l'atmosphère en plus. 7% de vapeur d'eau par degré, on a déjà 1,2 degré, c'est pas mal.
Et du coup, bah, qu'est-ce que ça fait, ça? D'après vous, allez, un petit guess. Qu'est-ce qui peut se passer si on peut porter plus d'eau avec plus de flotte, plus de pluie? Ouais, c'est bon. Et plus d'évaporation, voilà. Alors pourquoi plus d'évaporation? Parce que l'atmosphère est plus chaude et porte plus d'eau, mais en fait, c'est plus sioux que ça. Plus d'évaporation parce que l'atmosphère n'arrive pas à porter autant d'eau qu'il pourrait s'il était à l'équilibre. Oula, c'est plus compliqué là. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la température des continents est plus chaude que les océans. Et la vapeur d'eau dans l'atmosphère, elle vient massivement des océans en fait. Mais la température d'équilibre des océans est donc plus faible que la température des continents. Donc, du fait, on n'a pas assez d'affection d'humidité vers les continents, et donc les continents, ils ne reçoivent pas assez d'humidité par rapport à leur température. Vous comprenez là? C'est bon? Du coup, ça veut dire qu'on a plus d'humidité sur les continents, mais relativement à notre température, on n'en a pas suffisamment pour conserver l'équilibre. Et c'est ce qu'on voit par exemple ici. Alors, j'ai mis une figure d'article, alors elle n'est pas très... On va regarder la courbe pointillée noire. Vous avez l'évolution de l'humidité de l'air. Alors ça, c'est en Île-de-France, c'est une région très sèche, hein, comme vous connaissez. Donc, vous savez, c'est pas très différent d'ici. Donc depuis 1980 à 2020 à peu près, vous voyez que l'humidité relative, elle baisse. Mais en fait, ça, c'est vrai là, mais c'est vrai sur toute l'Europe, en fait. Et comme cette humidité relative, elle diminue, ça veut dire que le déficit, quelque part, en vapeur d'eau de l'atmosphère, il augmente. Et c'est ça un peu qui drive l'évaporation. Donc, vous savez que quand c'est très humide, même s'il fait chaud, vous n'arrivez pas à transpirer parce que ça stagne, hein, d'accord? Donc c'est bien parce qu'il y a un déficit d'humidité dans l'air qu'on arrive à transpirer et à évaporer. Et donc en fait, ce déficit d'humidité, il augmente partout, hein, enfin quasiment partout. Et ça tend à accroître l'évapotranspiration. Et c'est un facteur vraiment important parce que c'est un des trucs qui explique pourquoi on va avoir plus de sécheresse. Alors c'est pas tout, parce que on a plusieurs effets comme ça, c'est l'effet qui se coule. Hein, un truc, plusieurs impacts. Alors un deuxième effet, c'est qu'effectivement, vous avez vu, on a augmenté la concentration en CO2. Et la concentration en CO2, c'est clé pour la production de la biomasse, puisque c'est la photosynthèse. Alors, vous avez tous vu ça. Voilà. Donc normalement, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus c'est facile pour les plantes de l'assimiler. Moins elles font d'efforts, moins elles ouvrent les pores, et moins, finalement, elles perdent d'eau. Donc ça, c'est super, on est gagnants là-dessus. Donc du coup, on va avoir peut-être une baisse de la transpiration des plantes, et ça tombe bien, parce que justement, on a vu que on avait un effet inverse tout à l'heure. Mais le problème, c'est que parfois, elles vont en profiter pour faire plus de feuilles. Donc du coup, on va avoir une augmentation de biomasse, du coup, plus de feuilles qui évaporent. Donc, en fait, là, on ne sait pas très bien où on en est. Les modèles, ils ne sont pas tous d'accord. Ça dépend beaucoup des variétés, des types C3, C4 pour ceux qui connaissent, et puis même des variétés elles-mêmes. Et puis, comme on est très fort à changer les variétés, bon, on ne sait pas trop quand même projeter ça dans le futur. Donc, en gros, c'est une petite phase d'incertitude. Donc là, on a vu que pour l'évaporation, donc on a quand même un signal un peu négatif, et c'est vraiment un signal qui va driver les sécheresses. Et puis on a l'autre signal important, hein, qu'on a vu tout cet été, toute cette année, qu'on va continuer à revoir dans les actualités, c'est que puisqu'on a plus d'eau, il y a un moment, cette eau, elle peut tomber, hein, et donc on peut avoir 7% de plus de pluie par degré, vous imaginez. C'est pas un moyen pluriannuel, là, pour le coup, c'est sur l'instant, donc ça peut faire beaucoup, beaucoup d'eau. Et en fait, on a même plus que 7% en fait, d'augmentation, parce que l'eau, elle n'est pas... Enfin, on n'a pas un équilibre uniquement vertical, on a aussi de l'advection. Et typiquement, les Cévennes, c'est vraiment la région en France où on bat les records de pluie d'habitude, enfin, si je compte pas les dom-toms. Voilà. Et donc, par exemple, dans les Cévennes, on a pu observer, donc Aurélien Ribs et Al, ils ont pu observer une augmentation de 22% de l'intensité des précipitations extrêmes moyennes en 50 ans, c'est quand même pas rien. Voilà. Et à Bruxelles, qui n'est pas aussi extrême que les Cévennes, 14% d'augmentation des pluies les plus intenses par degré. Voilà. Donc, on est assez fort parce que là, à la fois, on a réussi à modifier un truc qui va infecter les sécheresses et aussi les extrêmes de pluie.
Donc ça, c'était vraiment les trucs importants à avoir en tête. Une fois qu'on a compris ça, bon, ben, on a tout compris. Le GIEC, il bosse pour rien, en fait. Alors, vous ne dites pas ça à mes collègues. Hein. Donc vous avez peut-être vu que les rapports du nouveau rapport du GIEC étaient très alarmants. Même les Nations Unies ont dit que c'était une alerte rouge pour l'humanité. Et là, le problème, c'est que c'est même pas une blague, en fait. Hein. C'est vraiment une belle alerte rouge. Je pense qu'il faut quand même le garder en tête parce que normalement, tout ce qu'on fait devrait être compatible avec cette alerte rouge. Alors, du coup, vous vous rappelez qu'il y a eu un accord de Paris hein, avec la COP 21. Merci. Et qu'on s'est engagé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre et on avait deux objectifs. Le début c'était 2 degrés, après c'était 1,5. Et ça, c'est les émissions de gaz à effet de serre qu'on a tous les ans. C'est la tendance qu'on a. Vous voyez l'effet Covid, là on avait diminué. Bon, c'est dommage, on repart. Et là, c'est la trajectoire qu'on doit suivre pour atteindre le 2 degrés ou le 1,5. Moi, quand je vois une courbe comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même une rupture, quand même. Hein. C'est pas une transition, pour moi, ça s'appelle une rupture. Mais bon, voilà. Donc, il faut vraiment faire un effort extraordinaire pour y arriver. Et donc, dans les scénarios qui ont été pris en compte pour les projections climatiques par le GIEC, hein, donc, parce qu'évidemment, le GIEC, il regarde le futur, donc il prend des scénarios pour le futur. Donc, il a intégré des scénarios comme ça qui ressemblent à ce scénario 1,5 degré ou 2 degrés. Donc, les scénarios qui nous donnent un monde durable. Et puis, il a aussi intégré des scénarios qu'on appelle les scénarios tendanciels, qu'on peut aussi appeler scénario du pire. Et moi, je trouvais un petit dessin qui je trouve, le résume très bien. Voilà, c'est un papa qui dit à sa fille « Je t'aime, mais je préfère les énergies fossiles. » C'est mignon, non? Pour les fans de la revue dessinée. Voilà, donc ça ressemblera à ça. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé du rapport du GIEC. On a Valérie Masson-Delmotte qui le fait très bien. Elle l'a mis en disposition parce qu'elle est co-responsable, vice-présidente du groupe de travail du GIEC sur la base physique. Donc, ils ont fait des super diaporamas, résumés en français. Bref, vous trouverez tout ce que vous voulez sur le net. Simplement, juste les points qui sortent en général, c'est que ça affecte souvent la ressource en eau. Donc, par exemple, ici, ils font appel au changement de forte précipitation intense, des sécheresses plus fréquentes, plus graves, voilà. Et puis, il y a aussi d'autres diapos comme ça qui visent la montée des mers, la fonte des glaciers, et tout ça. Donc, en fait, on retrouve très souvent des impacts importants sur l'eau. Alors, plus en détail, qu'est-ce qui se passe sur la France? Donc, on retrouve ce fameux dipôle plutôt plus sec au sud. Ça, c'est l'évolution des pluies annuelles. C'est le précédent rapport du GIEC, c'était CEMIP 5. Voilà. Et pas le tout nouveau qui vient de sortir. Donc, on a plutôt moins de pluie dans le sud. Quand c'est en rouge, c'est plutôt moins, 100%. Et puis, quand c'est blanc, c'est plutôt stable. Et puis, quand c'est bleu, c'est un peu plus de pluie en annule. Donc ça, c'est pour le scénario tendanciel. En fait, c'est une moyenne de plusieurs modèles. Chaque modèle, ils ne sont pas tout à fait d'accord. En gros, il y a plutôt une tendance en moyenne à la baisse, mais ça peut varier finalement entre les modèles, entre plus 3 et moins 15%. C'est pour vous dire qu'on n'est pas tout à fait certain. Heureusement, l'avenir n'est pas écrit. On peut encore le modifier, ça c'est le côté sympa. Voilà. Mais donc, on voit que, par exemple, ici, on pourrait être relativement stable sur les pluies, donc à la rigueur, on se dit ouf. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le seul impact, il y a aussi l'évaporation qui change. Donc du coup, on a quand même un impact sur les écoulements. Alors voici l'impact sur les débits. Alors là, c'est pas un zoomé, hein, c'est sur la France entière. Ici, en hiver, en été et en annuel. Donc on a toujours les palettes de couleurs. Rouge, c'est moins d'eau, et puis bleu, c'est plus d'eau. Et vous voyez qu'en gros, il y a quand même une grosse partie de la France qui est rouge. Alors, il y a quand même des exceptions. Hein. Vous voyez que les Alpes sont plutôt bleues en hiver. Mais en fait, ce n'est pas quand même une bonne nouvelle. C'est parce que la neige, elle ne stocke plus l'eau en hiver, puisqu'elle fond. Et du coup, on a une augmentation des débits en été qui sont liés à l'absence de neige. Donc, c'est pour ça que c'est bleu, là. C'est pas non plus super. C'est un peu plus bleu, quand même, dans le nord de la France. C'est stable par endroits quand c'est vert. Et puis en été, on voit que c'est très rouge, très orange.
Et puis finalement, en moyenne annuelle, on a quand même une diminution moyenne à peu près partout. Voilà. Donc on aura globalement moins de ressources en eau. Le chiffre exact, je pense que personne ne le connaît. Il faut attendre 2070 pour le connaître. Voilà. Mais en gros, ça, c'est les tendances. Alors, c'est très gros comme tendance, c'est moyenné, c'est des moyennes sur 30 ans, etc., plurimodèle. Bon, on peut zoomer sur des événements plus marquants qui sont les sécheresses. Et là, on regarde, voilà, finalement, je prends le seuil de sécheresse que je connais aujourd'hui et je regarde combien de fois il va être dépassé dans le futur. Donc ça, c'est ce qui a été fait, par exemple, dans cette étude, toujours sur la France. On regarde la durée des sécheresses agronomiques, c'est-à-dire la sécheresse du sol. Et vous avez en blanc, par exemple, en blanc, c'est une augmentation de la durée de sécheresse de 30%. Et tout ce qui est au-dessus du blanc, c'est plus que 30%. Voilà. Donc c'est conséquent, l'augmentation de la durée des sécheresses agronomiques. En France, ici, avec le scénario tendanciel. Vous avez une autre étude ici qui a fait la même chose sur l'Europe. Et vous avez peut-être entendu parler du fait que chaque demi-degré compte. Et là, d'élévation de la température globale. Et là, vous en avez l'illustration, puisque pour chaque demi-degré, ils ont estimé l'évolution de la température, de la fraction de l'Europe comme ça en sécheresse. Donc en fait, c'est une durée, plus c'est rouge, plus c'est long. Et vous voyez qu'effectivement, un demi-degré, ça compte beaucoup. Hein. Donc vraiment, sur nos émissions de gaz à effet de serre, si on gagne un demi-degré, en fait, on a quand même gagné beaucoup, même si globalement, on aura perdu par rapport à aujourd'hui, on aura quand même évité le pire. Donc, bon, malheureusement, sur ces sécheresses, toutes les études ne sont pas complètement d'accord, mais il y a un consensus global sur le fait qu'il y aura plus de sécheresse partout. Et puis pour les rivières et pour les nappes, c'est un petit peu pareil. Alors là, c'est une figure qui montre la durée des sécheresses en rivière. Et puis ici en nappe, donc quand c'est jaune, c'est plutôt de l'ordre de 20 à 30%. En rouge, c'est carrément une disparition, en fait. Hein, c'est tout le temps en sécheresse, ça veut dire que c'est des assecs permanents. C'est plutôt les têtes de bassin qui s'assèchent complètement. Et puis en nappe, vous voyez qu'en nappe, on peut avoir des impacts aussi relativement importants, avec des zones qui s'effondrent, en fait. C'est sans doute des zones où les prélèvements actuels sont trop importants par rapport à la recherche future. Voilà. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas prendre le chiffre vraiment comme l'exactitude. De toute façon, dans ces scénarios, il n'y a pas d'évolution de l'assolement, il n'y a pas d'évolution des prélèvements. Donc, on est vraiment sur... en fait, les projections climatiques, ce n'est pas des prévisions. Moi, quand j'ai commencé, on faisait des prévisions, on disait « Ouh là là, ça ne va pas comme ça, il faudrait vraiment qu'on prenne une autre trajectoire ». Maintenant, on nous dit « Oh là là, il faut absolument que vous nous dites ce qui va se passer en 2050 ». Mais non, en fait, c'est pas ça les projections, hein. C'est pas des prévisions. C'est juste des trajectoires qui sont plus ou moins enviables. Voilà. Donc, en résumé, sur la France en général et sur le Clin en particulier, donc une augmentation des sécheresses, que ce soit en durée ou en intensité. Donc ça veut dire qu'il y aura de nombreux milieux naturels et activités humaines qui seront affectés, hein, y compris l'agriculture, hein, bien sûr, et des risques d'inondation toujours présents, même en augmentation pour ce risque particulier d'inondation qui sont les crues pluviales. Donc j'insiste un petit peu parce que la crue pluviale, en fait, on n'a pas besoin d'être à côté du cours d'eau pour être inondé. Hein. On peut être même sur un plateau, parce que le truc, c'est que quand il tombe 200 mm d'un coup, où qu'on soit, on peut être inondé. Donc le risque particulier, là, c'est que ça touche des zones qui n'étaient pas du tout habituées à être touchées par les inondations. Bon. Donc, en tout cas, c'est clairement des impacts qui peuvent toucher l'agriculture. Et donc, c'est pour essayer de lutter contre ça qu'on dit qu'il faut stocker de l'eau pour l'agriculture. Donc voilà, dans les solutions, j'aime bien ces petits schémas. Bois pas toute l'eau de la piscine. Non, bois pas toute l'eau, il faut en laisser pour la piscine. Voilà. Ça fait partie des solutions qu'on peut essayer d'envisager. Bon, ça ne risque pas de nous mener très loin, mais bon. Du coup, voilà, est-ce que les... Moi, je dis, est-ce que les barrages, c'est une solution miracle? C'est souvent présenté comme ça. Alors, les barrages, pour le coup, pas les bassines, parce que les barrages, ils ont l'avantage à la fois de stocker l'eau lors des inondations, donc ça peut écrêter les crues, et ça peut restituer en période de sécheresse, donc c'est souvent vu comme « Waouh, moi j'ai la solution à votre problème, je vais faire un barrage ». Donc, ça marche un peu moins pour les bassines, parce que ça écrète moins les inondations, en fait. Donc, alors, justement, si on rentre dans les détails,
Bon, on a vu qu'il y avait des impacts hein, sur les milieux, sur la quantité et la qualité. Et justement, c'est plus si efficace pour atténuer les crues. Alors, il y a deux aspects. Alors, j'insiste en plus parce que c'est des choses qu'on entend dire même par notre ministre de l'Agriculture. Donc, excusez-moi, mais... Donc, en fait, pourquoi ça ne va pas être si efficace? Parce que finalement, les pluies intenses, elles sont très locales. C'est pas les pluies de grands bassins, tout ça. Donc, il faut vraiment que la retenue, elle tombe sous la pluie. Donc, c'est possible, hein. Mais bon, c'est pas forcément gagné. En plus, quand ça arrive au bon endroit, ben là, en fait, ce qu'on voit dans les autres pays, c'est qu'il y a des risques de rupture, en fait, parce que les barrages, ils n'ont pas été prévus pour ça. Et il y a des risques de rupture, et en général, ça aggrave le problème. Voilà. Ensuite, le problème pourquoi ça marche pas trop, c'est qu'elles sont alimentées par pompage, et du coup, elles atténuent pas bien les crues, parce que les bonnes pompes, bon, ça peut extraire alors 160 mètres cubes heure. Alors, je suis pas une experte, hein, mais donc ça fait à peu près 0,4 mètres cubes seconde. Donc c'est à peu près rien par rapport à une crue du Léon. Alors j'ai mis le Léon, mais même si, excusez-moi, je voulais vous mettre la... Je sais pas, mais j'ai pas mis la bonne version. Le Clin, je crois que c'est 210 mètres cubes bon, en crue. Voilà. Et donc en gros, c'est vraiment pas. Il faudrait vraiment beaucoup de pompes pour réussir à atténuer une crue comme ça. Vous voyez, c'est pas suffisant. Donc c'est pas si efficace finalement pour stocker, pour écréter les crues. Et puis surtout, ça évitera pas les impacts en été, puisque même si ces retenues, elles arrêtent de prélever en été, vu qu'elles ont quand même prélevé de l'eau en hiver, en particulier dans les nappes, eh bien, elles vont réduire l'apport de la nappe à la rivière, et donc ça aura quand même un impact en été. Donc, en tout cas, pour cet aspect-là, ce ne sera pas si efficace. Mais surtout, ce qu'on peut reprocher à la solution des retenues, et pourquoi on peut le faire, c'est qu'en fait, on a l'expérience, parce qu'il y a beaucoup de retenues, on l'a vu déjà en France, mais il y en a beaucoup aussi dans le monde, hein, donc on a pas mal de pays sur lesquels on peut se baser pour ça. Et donc, le constat qui a été fait par la communauté scientifique, c'est que finalement, on avait une espèce de cercle vertueux, une espèce de verrouillage technique qui se mettait en place. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, on manque d'eau, donc on dit, OK, ça me crée des problèmes, je perds ma récolte, je perds de l'argent. Donc, on a une pression sociale pour dire, OK, il faut que vous nous souteniez, il faut que vous nous aidiez à maintenir une irrigation. On crée des réservoirs. Du coup, là, ouf, on a de l'approvisionnement en eau. Mais le problème, c'est qu'on a une tendance hydroclimatique qui fait que ça s'aggrave. Et donc, paf, on retombe sur des restrictions d'eau. Et là, paf, on retombe dans ce cercle. Mais c'est encore aggravé parce que non seulement il y a ça, mais ce qui se passe, c'est que quand on a de l'eau, on l'utilise, on va même l'optimiser en fait. On ne va pas juste le garder au cas où si j'en ai besoin, non. Parce que ça m'a coûté de l'argent, j'ai dû prélever, j'ai dû mettre des pompes, etc. Donc j'ai des coûts, je dois rembourser, donc j'optimise ma ressource. Du coup, je consomme plus d'eau et du coup, j'aggrave les impacts. Et du coup, je suis de plus en plus dépendant à un approvisionnement en eau et du coup, les conséquences économiques sont de plus en plus fortes. Voilà. Donc ça, c'est le type de trajectoires qui ont été observées dans différents pays et qu'il y a quand même des chances qu'on retrouve chez nous si on mise sur cette trajectoire-là. Voilà, donc finalement, avec le dérèglement climatique, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir plus de risques notamment ici, on voit de grandes crues qui peuvent même détruire, aider à rompre des barrages, et puis des assèchements comme ça très sévères, comme le Doubs. Hein. Voilà. Et avec le dérèglement climatique, on sait qu'on va, si on prend la solution des bassines, on sait qu'on va avoir une aggravation des impacts qualitatifs, notamment parce que la température va être plus chaude, il va y avoir plus de réactions biogéochimiques et donc peut-être moins d'eau et donc les concentrations vont augmenter. Des pertes par évaporation plus importantes, on l'a dit, hein, donc si aujourd'hui l'impact est négligeable, demain il sera peut-être tard. Et puis si aujourd'hui il n'est pas négligeable, demain il sera encore moins. On a quand même une augmentation du risque de non-remplissage. Ça paraît bête à dire, mais demain, on va vers des sécheresses très longues. Donc, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, où vous voyez des énormes lacs complètement vides, c'est quand même quelque chose qu'il faut s'attendre à voir demain. On peut s'en attendre d'autant plus que c'est arrivé dans le passé, pas il y a 10 ans, mais bon, il y a eu des longues sécheresses en France dans les années
d'après-guerre, juste après-guerre, hein, qui ont été assez sévères et je pense qui nous mettraient bien à mal. Donc c'est déjà arrivé et les projections disent que ça va reproduire beaucoup plus souvent dans le futur. Rupture dont j'en ai déjà parlé. Et puis, évidemment, les augmentations des impacts sur les débits aval et donc les apports à la mer, c'est souvent vu comme une perte, mais il y a tout évidemment un cycle hydrologique et puis un cycle de vie lié aux apports à la mer. Donc, du coup, quelle autre solution? Donc, si on considère que les barrages, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution, donc évidemment, il y a diminuer l'usage de l'eau. Voilà, ça paraît possible, hein, je ne vais pas beaucoup insister, je vais parler que d'irrigation. Évidemment, c'est parce que le thème aujourd'hui, c'est ça. On peut diminuer les autres usages, hein, mais je ne vais pas vous prendre toute votre soirée. Donc, il y a des solutions techniques qui aident à réduire les prélèvements en eau pour l'irrigation, notamment le goutte à goutte. Donc, encore une fois, ça demande des investissements, etc. Alors, mais qu'est-ce qu'on voit après dans la littérature scientifique? Encore une fois, à l'échelle du monde, c'est des techniques d'irrigation qui ont vraiment permis d'améliorer la production agricole, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a beaucoup d'études qui ont été menées pour améliorer l'irrigation, son efficacité. Et vous avez, depuis quelques années, pas mal d'articles qui regardent l'efficacité de la réduction de la consommation d'eau de l'irrigation, notamment pour augmenter soit l'efficacité, soit pour augmenter, pour sauver de l'eau. Donc ici, par exemple, vous avez est-ce que l'amélioration de l'irrigation, est-ce que les techniques d'amélioration de l'irrigation sauvent de l'eau? Une revue des évidences. Et là, vous avez est-ce que l'augmentation de la productivité de l'eau améliore, excusez-moi, est-ce que l'amélioration de la productivité de l'eau nous sève du manque d'eau? Voilà, nous sauve. Excusez-moi. Donc ça, c'est des rapports de la FAO, donc la Food, comment ça s'appelle, l'organisme international de l'alimentation. Hein, voilà. Bref. En gros, c'est des derniers exemples, mais en gros, ce qui montre, c'est que les économies d'eau qui sont réalisées par ces solutions techniques ne profitent pas, en tout cas, au bassin versant. Pourquoi? Parce que les surfaces irriguées augmentent, ou que, en fait, les surfaces irriguées n'augmentent pas. Alors, ça peut être un objectif, hein, ça peut être louable, hein, mais bon, voilà. En tout cas, on ne peut pas faire ça pour dire qu'on veut sauver de l'eau pour le milieu. Et l'autre chose, c'est que soit les surfaces irriguées augmentent, soit, en fait, on change la culture pour avoir plus de valeur ajoutée, et du coup, on consomme plus d'eau. On n'augmente pas les surfaces, mais finalement, on a amélioré la technique, mais on n'a pas amélioré l'apport en eau pour le bassin. Voilà, donc une des conclusions, je pense, importantes de ces études, c'est qu'ils disent, voilà, il est nécessaire de donner des limites à la consommation soutenable actuelle et dans le futur. Voilà, consommation de l'eau irrigable, hein, c'est ça qu'ils conseillent. Alors, c'est facile à écrire, je pense que c'est pas facile à faire, mais voilà, c'est les conseils qui sont donnés, encore une fois, de la littérature liée à des expériences internationales. Donc, le cas du Clin, et c'est mon avant-dernière diapo, je crois. Donc, le cas du Clin, c'est un projet de substituer une partie des volumes irrigués, excusez-moi, il y a des fautes, estivaux par des prélèvements hivernaux. Hein, donc, c'est de la substitution. Hein, en fait, on n'est pas sur une création normalement de prélèvements, on va substituer. Donc, ça, c'est louable. Mais on est quand même sur un bassin qui est suivi de très forts prélèvements, donc qui est en zone de répartition des eaux depuis 25 ans. C'est quand même énorme, hein. Enfin, moi, je sais pas, mais je trouve que c'est beaucoup. 25 années, avec une dégradation de la qualité de l'eau par les nitrates et les pesticides, et on sait que ça risque de s'aggraver dans un contexte de dérèglement climatique. Voilà. Actuellement, a priori, on prélève 28 millions de mètres cubes, 80% en nappe, et il y a déjà 19 millions de mètres cubes de capacité de stockage dans les 2800 plans d'eau. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Bon, c'est quand même des chiffres, un constat un petit peu... je sais pas, moi, quand je vois ça, je me dis peut-être que c'est pas la solution complète de continuer dans ce système-là. Enfin, je sais pas. Donc, voilà. Alors, j'ai écrit ça dans le train, ça se voit, hein, c'est pas l'écrit. Donc, moi, j'ai l'impression, quand je vois ça, en tout cas, qu'on n'est pas sur une trajectoire de stabilité d'un truc qui va fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes depuis 25 ans et on va juste les poursuivre. En fait.
je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il apparaît que pour que tous ces problèmes d'agriculture et de consommation d'eau et d'eau pour le milieu naturel se passent au mieux, bah, c'est quand même important qu'il soit discuté avec l'ensemble des gens du territoire. Donc les fameux PTGE, ça paraît dur, hein, mais je pense qu'il n'y a que ces genres de concertations qui peuvent aider à dire, OK, de toute façon, il faut qu'on rompe avec notre système habituel, donc il faut qu'on reconsomme local, qu'on reconsomme différemment. Et ben, si on n'a pas cette agriculture-là, on ne pourra pas le faire. Donc il faut finalement se concerter tous et arriver à des solutions qui nous amènent en fait à rompre avec notre vie actuelle. Hein. Donc ça, c'est d'autant plus vrai que c'est quand même de l'argent public, que l'eau, c'est un bien commun, que voilà, il y a cette fameuse nécessité d'adaptation multisectorielle dont je viens de mentionner, qu'il faut quand même anticiper les événements à venir en réduisant les impacts, c'est-à-dire réduire les volumes. Voilà. Donc on veut compenser, mais là, il faut sans doute les réduire, les volumes. Il ne faut pas non plus compenser la même chose, puisque l'on sait qu'on va avoir moins d'eau. Donc c'est la fameuse phrase qui a été dite tout à l'heure, il faut anticiper les consommations. S'assurer d'une reconquête de la qualité de l'eau, parce que ça c'est majeur, si on a de l'eau polluée, on ne pourra pas s'en sortir. Et bien sûr, s'assurer d'une reconquête de la biodiversité, qui est vraiment un enjeu majeur. Hein, on a l'impression que c'est pas grave, on voit moins d'oiseaux, c'est pas grave, mais si, en fait, on va avoir des conséquences vraiment très sévères de toute cette perte de la biodiversité. Donc, juste pour conclure, donc, ce qui paraît malheureusement assez évident, c'est qu'il n'y a pas de solution unique qui va résoudre tous les problèmes posés par le dérèglement climatique. Et comme on voit ici, on a des crises multiples. Hein, on n'a pas qu'une seule crise, on n'a pas que la crise de l'eau. Donc on a le Covid, il y a le changement climatique et puis il y a la biodiversité qui va nous passer par-dessus. Hein. Donc il faut absolument avoir des solutions qui ont de multiples co-bénéfices, sinon on ne va pas y arriver. Donc l'atténuation au changement climatique, ça c'est sûr, hein, avoir des solutions qui continuent à dérégler le climat, ça ne va pas nous aider. Préserver la biodiversité, réduire les polluants, préserver les sols, etc. Et puis, pour ce qui est de la construction des nouveaux plans d'eau, bah, ça ne doit pas être utilisé comme la première solution pour s'adapter à tous nos problèmes, mais au contraire, ça doit être réfléchi dans un contexte où on remet en cause globalement le fonctionnement local, parce que sinon, on va vers une impasse. Donc voilà, je vous remercie.